Professeur Gilles Pialou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris. Je crois qu'il est bon de faire le point sur le coronavirus, la Covid-19. Avant de parler des vaccins, il est bon de faire le point. Pourquoi ? Parce que regardons ce qui se passe à côté de nous. La Grande-Bretagne, reconfinement total. L'Écosse, reconfinement total. Alors ma question est simple. En Grande-Bretagne, reconfinement total jusqu'à mi-février au moins, c'est ce qu'annonce Boris Johnson. Est-ce qu'en France, on doit reconfiner ? Je crois que pour l'instant, on est en train d'attendre l'effet conjoint, mais qui est dans deux sens différents, à la fois du couvre-feu, qui a été une période importante, les vacances, dont on ne sait pas quels sont les effets les plus délétères et quels ont été aussi les effets de couper un peu la circulation du virus par les écoles, par les lycées, etc. Et voilà. Et puis nous, on a une politique sanitaire qui est celle qu'on a et qui est celle du remplissage. C'est-à-dire que c'est le niveau de remplissage de la réanimation et le niveau de remplissage de l'hospitalisation qui a guidé les politiques publiques depuis le début. Je ne le critique pas. Je pense que c'est un marqueur tardif et que c'est un marqueur qui nous fait souffrir. Il faut être très clair sur le terrain. Et pour l'instant, on est effectivement dans un plateau qui a repris. Oui, mais c'est un plateau qui a repris. C'est un plateau qui vous inquiète, là ? Est-ce que la situation est inquiétante en France aujourd'hui, Gilles Pialou ? Parce que ce qui se passe en Grande-Bretagne doit nous inquiéter. Je vous dis ça parce qu'on parle beaucoup de ces variants en Grande-Bretagne. Ces variants qui... Grande-Bretagne et Afrique du Sud. Afrique du Sud. Une dizaine de cas en France. C'est ce que disait ce matin le ministre de la Santé. Bien sûr, de toute façon, il y en a... Alors, vous savez qu'il y a là aussi, on a quand même un petit retard en France, c'est que vous avez vu que le système anglais est un système absolument extraordinaire, qu'ils ont une banque de données des génomes viraux, qui séquencent à peu près, ils ont séquencé à peu près 10% de leurs cas, ce qu'on n'a absolument pas encore en France. En France, c'est-à-dire qu'on connaît mieux le virus en Grande-Bretagne qu'en France, c'est ce que vous voulez dire. Oui, ça a été une des explications aussi pour ce variant. D'abord, ils avaient les moyens de le trouver. Oui. Et en plus, ils avaient une circulation très importante du virus qui continue, comme vous l'avez souligné, et qui est extrêmement préoccupante. 59 000 cas hier. 59 000. Oui, non, c'est la situation. Mais de toute façon, on n'est pas à l'abri d'une situation identique, et il faut être très clair. Donc là, on est en train de discuter d'un avenir proche, sur lequel on reviendra, qui est celui du vaccin. Mais là, la préoccupation, c'est le présent. C'est-à-dire qu'on sait très bien, on l'a dit ensemble ici, que mi-janvier, on aura la sanction, entre guillemets, de ce qui s'est passé avec ce confinement light. On aura une sanction mi-janvier, c'est certain. De toute façon, on aura l'effet, oui, parce que c'est une mécanique. C'est une mécanique. Comme vous comprenez bien que ce que vous voyez comme comptabilité, qui est très au-dessus de ce que le président de la République avait estimé comme seuil, de 5 000, puisqu'on est là entre 20 et 25 000, va avoir évidemment sa répercussion sur l'hospitalisation et sur la réanimation, et évidemment sur la mortalité, même si ça s'est amélioré. Même si ça s'est amélioré. Je veux quand même dire quelque chose sur la mortalité. Donc toutes les mesures, allez-y. Oui, parce que de temps en temps, il y a des chiffres qui parlent plus aux Français. Il faut comprendre que la première vague, c'était 30 000 morts, et la deuxième vague, c'était 30 000 morts. Or, on a amélioré la prise en charge, on a diminué la mortalité en réanimation. Donc ça veut dire que finalement, les vagues sont de plus en plus impactantes, malgré les efforts qu'on fait de prise en charge, malgré l'amélioration de la réanimation. Et voilà, qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire que on est évidemment extrêmement préoccupé par l'arrivée d'une troisième vague sur un plateau qui est à un niveau élevé. Oui, un plateau qui est à un niveau élevé, arrivée de la troisième vague probable, même inéluctable. De toute façon, il faut gérer le plateau. Cette troisième vague, il faut gérer le plateau. Bien, on va parler des vaccins pour gérer le plateau. Non, pas pour gérer le plateau, parce que finalement, on parle beaucoup de cette vaccination. Est-ce qu'on n'occulte pas, en parlant trop de cette vaccination, ou trop, je ne sais pas si on en parle trop, mais en parlant beaucoup, est-ce qu'on n'occulte pas la situation ? Justement, situation actuelle. Oui, parce que probablement, il n'y a pas eu... Alors, je ne parle pas du problème du tapis roulant de la vaccination, qu'on a l'impression que le gouvernement a pris à l'envers et que tout ça va très lentement. J'espère que ça va s'arranger. Il y a eu multiples déclarations dans ce sens. Pour l'instant, c'est extrêmement lent et assez consternant. Mais il faut savoir que là, on travaille, dans la politique vaccinale, on travaille
pour diminuer la pression effectivement dans les hôpitaux, mais on travaille pour le printemps, pour l'automne. Il faut comprendre ça. Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on va éradiquer tout de suite le virus, la maladie. Le piège aussi, c'est que ce discours autour du vaccin, la polémique qu'il y aura autour du vaccin, qu'il y aura inévitablement, parce qu'on est dans un pays où il y a quand même une majorité de Français qui sont sceptiques, voire anti-vaccin. Donc de toute façon, de la polémique, il y en aura, et que pendant ce temps, on oublie que tout ce qui a été mis en place sur les mesures barrières, sur la protection, sur la prévention, sur le reconfinement, etc., s'il le faut, eh ben on en aura besoin. Donc on n'est pas du tout sorti de l'auberge. Voilà. Je suis pas encore. Alors un dernier mot sur la situation. C'est le bon sens. Un dernier mot sur la situation. Impossible d'alléger les restrictions actuelles. Hein. On est. Il y a aucun. Je suis désolé, chaque fois je le dis pour les restaurateurs, etc. Oui. On ne voit pas comment on pourra alléger le processus actuel alors qu'on est dans une phase de reprise et que il faut remonter les courbes. Hein. Le deuxième pic s'est arrêté quand même à même pas à la moitié du pic. Donc on est à un haut plateau et sur ce haut plateau une circulation augmente. Donc, bien, la vaccination en France. Est-ce qu'on est vraiment en retard, Gilles Pialot? On est en retard. C'est compliqué parce que comme vous l'avez très bien discuté hier avec la directrice de la Haute Autorité de Santé. Oui, je vais y revenir d'ailleurs sur ce qu'elle a dit. Il y a un calendrier vaccinal qui a été fixé en France, mais la particularité du calendrier vaccinal, il en a plusieurs. C'est d'avoir par exemple choisi les EHPAD et pas les soignants en première ligne, ce que j'ai dénoncé dès le 15 décembre. Je vais y revenir là aussi. On va y revenir, mais c'est un calendrier sans date. Donc c'est un peu compliqué de dire qu'on est en retard. Voilà, de toute façon après il y a une mécanique, on l'a bien vu, si vous voulez avoir vacciné 1 million de personnes d'ici fin février, il faut 15 000 vaccinations par jour. Donc oui, on est en retard par rapport à ça. Ou on est en retard, quand on écoute Olivier Véran qui était sur RTL ce matin, Olivier Véran dit on va accélérer. Quand on accélère, c'est qu'on va trop lentement, en général. Hein. Oui, c'est qu'on sent la nécessité d'accélérer. Ils sentent la nécessité d'accélérer. Alors, je regarde ce qu'il a dit ce matin. Nous allons élargir aux pompiers, aide à domicile de 50 ans et plus, la vaccination. Nous allons amplifier les commandes. Nous allons développer 100 centres de vaccination, 500 à 600 d'ici à la fin du mois. Avant la fin du mois de janvier, on va ouvrir aux personnes âgées de 75 ans ou plus qui sont à domicile. Ça représente 5 millions de personnes. On a dépassé les 2000 vaccinations hier. C'est ce qu'il a dit. Dans les prochains jours, notre rythme de vaccination sera équivalent à celui de nos voisins européens. Voilà ce qu'il a dit ce matin. En gros, on va accélérer. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Avant de revenir à la vaccination des soignants, j'ai une question à vous poser. 500 000 doses livrées avant la fin du mois de décembre, entre le 24 et le 31 décembre. 580 000 doses livrées avant ce soir. Mais où sont-elles passées ces doses? Est-ce que vous avez des infos? Non, non, je ne sais pas. Pour vous dire très clairement, parce que vous allez me poser la question, moi je suis pas encore vacciné parce que les doses à Thonon ne sont pas arrivées. On en a commandé 150 hier, devant l'accélération qui n'était pas prévue. Ces doses normalement doivent arriver aujourd'hui et je me ferai vacciner dès que ça sera possible. Donc il y a effectivement une lourdeur administrative et de gestion de ces stocks qui est incompréhensible. Et c'est très compliqué sur le terrain parce que vous avez tout le monde. C'est-à-dire vous avez vos proches, vous avez mes patients. Moi j'ai des mails des patients. Quand est-ce que Mais la question c'est que le plus souvent je ne sais pas leur répondre. D'ailleurs vous savez quand vous allez vous faire vacciner, Jean-Jacques? Bah non. Dès que je pourrai, je le ferai. La réponse c'est quand on pourra. Voilà. Mais quand on pourra. C'est ça, c'est quand on saura, quand on pourra, quand on saura. C'est le problème d'un calendrier, je le répète, qui est fixé sans deadline, premièrement. Même s'il y a la date de la première phase qui devra arriver en février, il va falloir effectivement accélérer. Et puis ce calendrier qui, pour moi, est logique pour ce qui est des EHPAD, totalement illogique de n'avoir regardé que les EHPAD, parce que les EHPAD, c'est quoi? C'est 600 000 personnes. C'est illogique de privilégier les EHPAD? Non, ce qui est illogique, c'est de le restreindre qu'aux EHPAD. Personne ne doute qu'il fallait mettre les EHPAD en première ligne. C'est là où ils ont été le plus lourdement touchés. C'est indiscutable de ça. Mais vous savez, c'est 600 000 personnes. Les plus de 75 ans, c'est 6 millions de personnes. Et les services hospitaliers comme le mien les plus de sont remplis. Vont pouvoir se faire vacciner. Bon. D'accord. Mais c'est une très bonne nouvelle. On en découvre tous les jours, mais c'est une très bonne nouvelle. On en découvre toujours. C'est-à-dire, tous les jours, il y a une adaptation, une modification de la politique vaccinale dans ce pays. D'ailleurs, le professeur Fischer,
qu'on n'entend absolument pas, sera à votre place vendredi matin et j'aurai des quantités de questions à lui poser. Mais à propos des EHPAD, hier je parlais... pense qu'il aura des réponses très concrètes, Alain Fischer. Je lui fais confiance. Vous le connaissez, oui. Je le connais, je le respecte et je pense que c'est quelqu'un qui sait exactement où est la réponse scientifique à une question posée. Alors hier, je recevais la présidente de la Haute Autorité de Santé et je lui parlais de ce cahier de recommandations reçu dans les EHPAD avant la vaccination. Ce cahier, vous me l'avez apporté. 45 pages. C'est-à-dire que quand je suis... Enfin, c'est 45 pages qu'ils ont reçues le 24 décembre. Qu'ils ont reçues le 24 décembre, oui. Non mais alors attendez. 27. Si je suis directeur ou directrice d'un EHPAD, je reçois ça. Mais je reçois ça, donc je dois me farcir, pardonnez-moi l'expression, mais 45 pages avant d'envisager, de demander un consentement à la personne en EHPAD, ou à la famille, ou au tuteur, un consentement, de passer une visite médicale. Alors apparemment, ça va être un peu amélioré, la visite médicale. En fait, je pense que les gens qui ont écrit ça n'ont jamais mis les pieds dans un EHPAD. Parce que, jamais. Je veux dire, quand vous avez un médecin qui s'occupe de 250 personnes dans un EHPAD, oui. Ça veut dire 250 pré-consultations. C'est écrit comme ça. Alors tout ça va s'accélérer, mais c'est pré-consultation avec des gens, parce que le D de EHPAD, c'est dépendant, il faut comprendre. Oui. Les personnes dépendantes. Par définition, il faut trouver soit le tuteur, soit une personne représentant légal, etc. Il faut se référer au médecin traitant, c'est-à-dire trouver le médecin traitant qui soit disponible dans cette période. Enfin, c'est vrai que c'était... mais vous, même chose dans les hôpitaux, qu'avez-vous reçu vous? Non, mais on en reçoit tous les jours, mais c'est normal. Nous, on a reçu on n'a pas commencé à vacciner, on a reçu le portfolio hier à destination des vaccins. Des fois, c'est un peu drôle. Hier, on avait une discussion pratique. On savait pas quelle aiguille il fallait utiliser parce que plusieurs documents nous mettaient que plusieurs aiguilles possibles. Voilà. Oui. Là, on se marre parce qu'on se dit tiens. Il y a la dimension de l'aiguille quand même, la précision sur la dimension de l'aiguille. Il faut vraiment façon intramusculaire. Il y a des films où on vous montre qu'il faut pincer. Il y en a d'autres il faut pas pincer. On va régler tout ça. C'est des détails. C'est pas grave. Oui, mais ça fait perdre du temps. Ces détails font perdre du temps. Oui, professeur Pialot. Ce qu'il faut, et puis les EHPAD, on le sait que c'était compliqué, d'aller toucher 10 000 ou 8 000 établissements répandus partout sur le territoire. Ils n'ont pas de frigo, donc il faut des centres de distribution. Tout ça, c'était prévisible. On n'a pas découvert les EHPAD. Il y a plein de rapports de l'IGAS qui expliquent que les EHPAD ne sont pas suréquipés médicalement et qu'évidemment, ça allait être compliqué. Bon. Le deuxième volet, juste sur ça, que je regrette et je le répète, c'est les soignants. Alors j'y reviens sur les soignants. Je sais que ça vous tient à cœur, les soignants. J'y reviens. Hier matin, donc, la présidente de la Haute Autorité de Santé nous disait, je la cite, si on vaccine beaucoup, mais pas les bons, on va mettre des mois à diminuer les hospitalisations et les décès. On doit vacciner vite ceux qui en ont le plus besoin. Voilà ce qu'elle disait. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un dialogue parce que personne, il y a quand même suffisamment de données. On a fait une tribune dans Le Monde le 16 décembre avec des gens extrêmement compétents pour expliquer que les soignants ont un rôle majeur parce que le soignant, il a un côté tuteur, c'est-à-dire qu'il entraîne le personnel non médical, il entraîne la population. Donc on doit d'urgence. Ça c'est la première chose. Attendez, ça diminue les infections nosocomiales, ça diminue l'absentéisme. L'absentéisme à l'hôpital et en médecine de ville. Nous, on est en train d'organiser la vaccination de notre personnel, mais aussi la vaccination des médecins généralistes. On n'en parle quasiment pas, mais ils sont extrêmement demandeurs. Donc on est en train d'organiser tout ça. Et quand vous dites que ça va être compliqué, évidemment que ça va être compliqué, parce qu'il va y avoir la vaccination, il va y avoir la vaccination des médecins généralistes qu'on va prendre dans nos centres pour les vacciner, et il va y avoir la vaccination des personnes, tout en gérant effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, la possibilité d'une troisième vague. Les mois vont être difficiles. Gilles Pialot, est-ce qu'il faut je vais vous poser une question directe. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination des soignants? C'est une grande question. Dans la tribune qu'on avait fait avec l'équipe de Terra Nova, on reposait cette question-là. De savoir si la vaccination obligatoire en France pour tout le monde, non, le président s'est exprimé là-dessus, ça n'a pas de sens et ça va faire fuir les quelques vaccinosceptiques qu'on va récupérer. Mais par contre, la vaccination dans des milieux très exposés, il faut en discuter. Vous y êtes favorable ?
Moi, personnellement, je pense qu'il faut voir le taux d'acceptation. Parce que les médecins, vous savez, les médecins... C'est-à-dire, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à une vaccination obligatoire, non seulement du personnel soignant, mais aussi du personnel des EHPAD? Il n'y a pas que le personnel soignant dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Il y a le personnel de ménage, il y a la sécurité. Est-ce qu'il faut rendre obligatoire la vaccination dans ces établissements? Justement, si on allait très vite en vaccination, on était dans le modèle israélien, 10% de leur population vaccinée en quelques semaines, en même pas en quelques semaines, on aurait déjà une information sur le taux d'acceptation en vrai. Parce que quand les gens déclarent « je veux bien me faire vacciner », c'est du déclaratif. Ce qu'il faut savoir, c'est comment la dynamique se fait chez les soignants. Et si on arrive à 75%, comme on y arrive chez les médecins, ça sera déjà pas mal. Si on arrive à doubler chez les personnels, je prends le modèle grippe, si on arrive à doubler ce qu'on attend chez les personnels non médicaux, donc les soignants, les infirmières, etc., on pourra se passer de l'obligation. L'obligation est toujours vécue comme une contrainte, et après les gens essayent de gruger, etc. Oui, mais donc donnons une chance à une vaccination acceptée, avec une image tutélaire, c'est-à-dire qu'il faut que les plus connus, les plus vieux comme moi, se vaccinent à l'intérieur de leurs équipes, et c'est ce qu'on va faire nous, par exemple, à Thonon ou dans notre groupe hospitalier. Bien, mais Gilles Pialou, on ne sait pas si le vaccin empêche la transmission du virus. C'est la grande question. Qui m'énerve, ça. C'est une phrase qui m'énerve. Alors allez-y. Oui, c'est une phrase qui m'énerve parce que quand on dit ça aux gens, on a l'impression qu'on a démontré que ça ne jouait pas sur la transmission. Premièrement, il y a des données de Moderna, certes parcellaires, qui montrent que ça empêche la circulation du virus, premièrement. Deuxièmement, on oublie quelque chose, c'est que ce modèle des anticorps qui sont développés par le vaccin, les anticorps anti-spike, sont aussi essayés en thérapeutique. Et on sait que ça diminue la quantité de virus. Et quand ça diminue la quantité de virus, je ne peux pas faire de prévision, mais on ne peut pas imaginer que ça n'aura pas un impact sur la circulation. Même si pour l'instant, les certitudes sont sur le fait que ça vaccine contre les formes graves de la maladie, ce qui est déjà énorme. Alors Gilles Pialou, des questions sont posées. Des questions sont posées et j'aimerais les poser au ministre de la Santé, je les poserai au professeur Fischer. Est-ce que nous avons assez de doses en France ? Est-ce qu'il ne faut pas commander des doses de vaccins ailleurs dans le monde? C'est ce que dit par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui demande à la France d'acheter des vaccins à la Russie, à Cuba, à la Chine. Oui, ça vous fait sourire, oui, ça vous fait rire. Non, mais on n'est pas obligé d'aller si loin. Non, mais la communauté européenne se pose la question d'en commander encore plus. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a eu un affichage, y compris du président de la République, qui a dit on a commandé 200 millions de doses. Je pense qu'avec 200 millions de doses, on devrait arriver à avoir une politique vaccinale à la hauteur de notre... Ça fait 100 millions de vaccinés. Ça fait déjà, même avec de la déperdition, ça fait quand même de la marge. Donc de toute façon, le problème n'est pas la commande. Le problème, c'est le processus d'acheminement, c'est le processus de vaccination, c'est la mise à disposition réelle, la congélation, et peut-être qu'effectivement avec Moderna, ça sera un peu plus simple. Moi, je pense que le problème n'est pas dans la commande. Le problème, il est dans l'efficience du processus qui fait que entre le moment où on le commande et le moment où vous l'avez dans votre muscle, il faut qu'il y ait un temps qui soit restreint. Mais dites-moi, effectivement, nous avons le conseil scientifique, le comité vaccination, le comité d'analyse, recherche et expertise, la haute autorité de santé, la direction générale de la santé, les ARS, l'agence du médicament, la PHP pour vous. Non mais comment, avec toutes ces strates de décision, comment peut-on avancer vite, Gilles Pialou? J'ai une diapositive sur le sida que je montre souvent et qui est récente. Il y a 2 ans, Anthony Fauci, dont on a beaucoup parlé, avec son administration, sous l'administration Trump, ils ont aussi ce problème-là aux États-Unis, c'est qu'ils ont la FDA, ils ont plein de comités, et ils ont décidé de mettre un intervenant de chaque directement branché au ministère. Nous, on a un problème, c'est la dilution, effectivement, des prises de décision. Et vous avez, je prends l'exemple de la Haute Autorité de Santé, puisque vous aviez sa présidente hier. Vous avez des comités d'experts avec des gens extrêmement compétents. Il y a des infectiologues, il y a des gens qui donnent un avis. Cet avis, après, est travaillé par ce qu'on appelle le collège. Il y a un collège au niveau de la Haute Autorité de Santé, qui après le remet à la directrice de la Haute Autorité de Santé, qui le remet après au cabinet du ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment, le document bouge entre les... Puis il faut des réunions, et puis les jours passent, et puis les décisions ne sont pas prises. Et alors, une autre chose qui est important, et Axel Kahn l'a très bien exprimé sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut comprendre que ces décisions-là, elles ont été prises
avant qu'on ait un niveau de circulation du virus qu'on a aujourd'hui, avant ce que vous avez rappelé de l'Angleterre, avant l'arrivée des 2 variants. Et on peut imaginer quand même que même si c'est une structure lourde, ils peuvent revoir leur copie, de et aller plus vite. En fonction, effectivement, de ce qui s'est passé depuis le mois de novembre, qui est énorme, comme vous l'avez précisé, énorme sur le niveau de circulation du virus en Europe, bien sûr. Le fait que les pays reconfinent, et le fait qu'effectivement on a des variants dont tout laisse à penser qu'ils sont plus contagieux, même s'ils n'influencent pas la gravité de la maladie. Alors j'ai une dernière question. Je fais allusion à ce qu'a dit Olivier Véran. Je cite Olivier Véran, qui dit qu'on peut atteindre un bon taux d'immunité collective sans passer par l'obligation vaccinale. Je crois pas qu'il ait dit ça comme ça. Sans passer par l'obligation. Si, c'est tout à fait cohérent. Tout à fait cohérent. C'est cohérent. Disons que voilà, on va prendre par exemple l'Île-de-France. Oui. Parce que c'est très simple. Si vous avez 20% de gens en Île-de-France, c'est les chiffres de l'étude de l'INSERM, qui ont déjà eu des anticorps. Et si vous avez, c'est les sondages, 40% qui sont favorables à la vaccination, vous mettez les 40% qui se vaccinent, plus les 20% qui ont une immunité naturelle, vous êtes à 60%, vous êtes au début de l'immunité collective, et effectivement, vous n'avez pas besoin d'en passer par une contrainte. Donc effectivement, il y a une logique. Mais cette logique, elle est probablement pas vraie dans toutes les régions, parce que comme vous le savez, dans le Grand Ouest, évidemment, les taux de prévalence sont moindres. Merci beaucoup, professeur Gilles Pialou. Merci, il est 8h54, vous êtes sur RMC et BFM TV.